En mars dernier, plusieurs communes de la Haute-Vienne ont été informées qu'en raison d'un plan d'économie gouvernementale, les dépenses exécutées sur les programmes du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités étaient suspendues dans l'attente de la finalisation des arbitrages par le cabinet du Premier ministre. Cette décision impacte directement le remboursement du dispositif cantine à 1 euro, une mesure de tarification sociale mise en place par l'État en avril 2019 à destination des communes rurales de moins de 10 000 habitants et qui permet aux enfants des familles modestes de déjeuner dans les cantines scolaires pour 1 euro maximum. Depuis février, le ministère n'a pu abonder la trésorerie du dispositif et les demandes de remboursement sont donc suspendues en attente de traitement par l'Agence des services et paiements qui gère ce dispositif. Il a été précisé aux maires concernés que la reprise des paiements interviendrait dès que possible, avec une estimation de retour à la normale avant la fin du mois de mars, néanmoins sans garantie. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai. D'après les informations que j'ai prises auprès des élus concernés, la situation demeure la même, rien n'a avancé. Il avait été précisé aux élus locaux que le principe de remboursement ne serait pas remis en cause. Compte tenu de cet important retard et de l'absence totale d'informations régulières délivrées sur l'évolution de la situation, les élus sont en droit de craindre le pire, à savoir que cette suspension de paiement ne soit le prélude à une suppression du dispositif. Monsieur le ministre, êtes-vous en mesure de nous indiquer quand les arbitrages attendus seront rendus et si ce dispositif reprendra son fonctionnement normal dans la foulée ? Merci, monsieur le ministre. Je pense que les communes qui attendent les versements de l'ASP sont au clair quant à toutes ces procédures. Le problème, c'est un problème de versement sur des sommes qui sont dues. Donc je suis bien conscient que les erreurs de calcul du gouvernement concernant les dépenses publiques le conduisent peut-être aujourd'hui à trouver des économies un peu dans la panique. Mais je vous mets néanmoins en garde contre la tentation de mettre une fois de plus en difficulté les collectivités locales et nos concitoyens. La tarification sociale des cantines est une mesure juste à laquelle de nombreuses communes rurales ont recours. Elle est destinée à bénéficier aux enfants des familles modestes. Les priver d'un tel dispositif, ce serait aller à l'encontre d'une justice sociale. Si l'État a besoin d'argent, s'il y a des difficultés de trésorerie, qu'il taxe les riches et les super profits, non pas les plus fragiles, et qu'il arrête de faire les poches des collectivités. Ma question qui a été adressée au garde des Sceaux porte sur les risques d'augmentation de la surpopulation carcérale durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En effet, comme l'a récemment documenté l'Observatoire international des prisons, tous les ingrédients semblent être réunis pour faire craindre une hausse substantielle des incarcérations, multiplication des patrouilles de police dans les transports à Paris, augmentation des audiences en comparution immédiate dans toutes les villes où se tiendront des épreuves, création de nouveaux délits passibles de prison au Parlement avec la récente proposition de loi relative à la sûreté dans les transports. Parmi les établissements qui risquent d'être particulièrement touchés figure la prison de Villepinte, centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis. La situation y est pourtant déjà dramatique. Lors de l'exercice de mon droit de visite le 8 avril 2024, accompagnée de la bâtonnière de Seine-Saint-Denis, cette prison opérait avec un taux d'occupation de 180%. Lorsque j'ai interrogé l'administration pénitentiaire lors de cette visite, il a été évoqué l'objectif de libérer 120 places d'ici là. Pour ce faire, il était notamment question de transfert vers la nouvelle structure d'accompagnement vers la sortie de Noisy-le-Grand. L'administration pénitentiaire semble également compter sur l'ouverture du nouveau quartier de centre de détention de Fleury-Mérogis. Il semblerait qu'un partenariat avec d'autres directions interrégionales des services pénitentiaires soit également envisagé pour y transférer au besoin une cinquantaine de personnes détenues qui seraient volontaires. Monsieur le ministre, est-ce que ce plan d'action correspond à des instructions nationales émises par le ministère de la Justice ou à des instructions régionales émises par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ? Le garde des Sceaux pourra-t-il me transmettre des informations précises bimensuelles jusqu'à la mi-septembre sur les flux entrants et sortants au sein du centre pénitentiaire de Villepinte ? Et enfin, est-ce que le gouvernement entend prendre en compte la demande de mise en place d'un mécanisme contraignant de régulation carcérale qui permette de lutter concrètement contre la surpopulation carcérale? Concernant les flux entrants et sortants à la prison de Villepinte, il s'agit non pas de prévisions dont je souhaiterais que le garde des Sceaux partage des informations, mais des chiffres réels jusqu'à mi-septembre. Et par ailleurs, il serait bon quand même de penser à une stratégie véritable de politique de surpopulation carcérale. Ma question s'adressait à la ministre de l'Éducation nationale. Alors que les enseignants, les personnels de l'éducation nationale, les familles, les élus locaux ne cessent de vous alerter, vous continuez à attaquer l'enseignement public et à fermer des classes et supprimer des postes sans autre ambition qu'une logique comptable. Et à chaque interpellation, vous répondez « oui, mais la baisse démographique ». Alors, crevons l'abcès immédiatement, il y a une baisse du nombre d'enfants scolarisés dans l'Académie de Paris. Mais là où cette baisse aurait pu vous mener à entamer une révolution pédagogique en faisant baisser pour tous les niveaux le nombre d'enfants par classe, à permettre un maximum de dédoublement et de petits groupes au collège, vous fermez, vous fermez, vous fermez.
arrivant à des situations absurdes et signalées par un certain nombre d'élus, où l'éducation nationale elle-même crée les conditions de classes surchargées l'année prochaine dans des écoles dans lesquelles tout fonctionnait formidablement bien cette année. Plus aucun territoire n'est épargné, ni les écoles et collèges en réseau d'éducation prioritaire, ni ceux situés en quartier politique de la ville, là où pourtant le service public a encore plus besoin qu'ailleurs de moyens supplémentaires. L'an dernier, vous avez fermé brutalement 178 classes dans les écoles primaires publiques et supprimé 182 postes d'enseignants dans le second degré. Pour la rentrée 2024, vous vous obstinez. Vous annoncez 137 fermetures de classes dans le premier degré et la fermeture de 58 divisions dans les collèges publics, sans compter la baisse des DSG qui contraignent à des choix pédagogiques à rebours de l'ambition que les enseignantes et les enseignants ont pour la réussite de leurs élèves. Les collèges et lycées publics, niveau où se creusent les inégalités avec l'enseignement privé, ont pourtant plus que jamais besoin de votre soutien. Alors, monsieur le ministre, madame la ministre, où vont mener ces fermetures de classes sans fin, ces saignées année après année, ces suppressions de moyens? Écoutez l'ensemble de ceux qui vous alertent et annulez ces suppressions de postes. À Paris, nous étions encore samedi dernier nombreux à nous mobiliser à l'appel de la FCPE et des organisations syndicales pour refuser le tri social des groupes de niveau, pour refuser le prétendu choc des savoirs et les fermetures de classes, car nous croyons et nous défendons l'école publique. La pérennité de notre système de solidarité envers les familles françaises qui ont besoin de bourses scolaires est en danger. Nous observons que les leviers pour faire des économies ont tous été activés. D'abord, l'augmentation de 2 à 7 points de la contribution progressive de solidarité a entraîné une baisse des quotités. Ensuite, l'annulation de 11,5 millions d'euros des crédits du programme 151 et plus récemment la baisse de l'indice de parité du pouvoir d'achat, l'IPPA, dans de nombreuses circonscriptions consulaires pour la campagne 2024-2025 augmente mécaniquement le reste à charge des familles. À titre d'exemple, mais je pourrais citer bien d'autres cas, l'indice est passé de 75 en 2023 à 63 cette année à Ho Chi Minh Ville, ce qui représente une baisse de plus de 8 points de quotité alors que le taux d'inflation a atteint 4% dans ce pays. L'opacité de cette décision prise par le ministère sur la base de données confidentielles fournies par une agence privée suscite l'incompréhension des conseillers des Français de l'étranger chargés d'examiner les dossiers et empêche les parlementaires d'exercer leur mission de contrôle de l'action du gouvernement. Elle semble davantage motivée par des raisons budgétaires que par l'évolution réelle des parités de pouvoir d'achat entre la France et les pays concernés. Ce faisant, elle va à l'encontre de l'esprit même de notre système d'aide à la scolarité conçu pour garantir l'accès de tous les élèves français à notre enseignement, quelles que soient leurs ressources financières, et préserver la mixité sociale au sein de l'école républicaine. Elle est même contraire aux objectifs affichés par le président de la République lui-même, qui entend toujours doubler le nombre d'élèves d'ici à 2030. Madame la ministre, quels sont les critères sur lesquels s'appuie ce nouveau mode de calcul de l'IPPA ? Oui, écoutez, Madame la ministre, je vous remercie pour ces éléments de réponse qui arrivent un peu tardivement puisque les conseils consulaires pour les bourses scolaires se sont déjà tenus dans le flou le plus total quant à la baisse arbitraire de l'IPPA et les interrogations des conseillers des Français de l'étranger, d'ailleurs passées sous silence puisque leurs déclarations liminaires dans beaucoup de pays n'ont pas été inscrites au procès-verbal. Il serait appréciable que le gouvernement fasse preuve d'un peu plus de transparence à l'égard des élus locaux et des parlementaires. En Sud-Gironde, nombreux sont celles et ceux qui doivent se déplacer vers la métropole bordelaise pour y travailler. Ils prennent leur voiture et empruntent alors l'autoroute A62. En plus du coût de leur véhicule et de l'essence, pour un trajet de Langon à Bordeaux, ils payent 4,60 € de péage aller-retour, 92 € par mois, plus de 1 000 € par an et par travailleur. Cette somme est énorme et injuste. Injuste déjà à l'échelle du département, car l'accès à la métropole bordelaise est gratuit sur les autres axes reliant Bordeaux. Injuste ensuite au regard des chiffres d'affaires réalisés par les gestionnaires d'autoroutes privées. Vinci Autoroutes, qui détient la société ASF de l'A62, s'offrait 2,2 milliards de profits en 2022. Les élus du Sud-Gironde, Laurence Harribey et moi-même, avons déjà fait part de ces injustices. Votre réponse ? La gratuité d'une portion de l'A62 est juridiquement impossible, mais soyons rassurés, vous avez demandé aux concessionnaires des efforts sur les abonnements et le covoiturage. Finalement, c'est le statu quo que vous privilégiez. À quelques années de la fin des contrats, il est urgent d'avoir une politique volontariste de l'État, notamment pour les salariés interconnectés avec les métropoles. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Êtes-vous favorable à l'évolution des cahiers des charges des sociétés concessionnaires pour permettre la gratuité de ces tronçons ou à minima en diminuer significativement les coûts ? Dans la perspective désormais urgente de préparer le renouvellement de ces concessions,
Seriez-vous favorable à une réduction expérimentale des coûts pour les automobilistes qui n'ont pas d'autre choix, en particulier sur l'axe Bordeaux-La Réole avec l'A62 ? Les rentes autoroutières sont évaluées quand même à 55 milliards d'euros. Donc si le gouvernement ne trouve pas les moyens pour essayer de lancer des expérimentations sur ce type de tronçon qui oblige ses salariés effectivement obligés, c'est quand même un peu dommage. Parce que la compensation, elle peut être apportée par les collectivités, mais aussi par l'État. Après tout, pourquoi pas ? Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cette question s'adressait au ministre en charge des comptes publics, Thomas Cazenave. Lors d'une session de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire invitait les parlementaires de tous bords politiques à trouver de nouvelles recettes fiscales. Pourtant, malgré l'implication concrète des parlementaires, nous avons le sentiment que votre gouvernement n'écoute pas les propositions qui lui sont faites. Le groupe socialiste, écologiste et républicain auquel j'appartiens propose un certain nombre de mesures depuis longtemps, comme la lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises, la taxation des superprofits ou encore le rétablissement de l'USF, autant de recettes substantielles que vous n'exploitez pas. Monsieur Jean-Paul Mattei, chef du groupe des centristes à l'Assemblée nationale, tout comme de nombreuses figures du groupe Renaissance, font valoir qu'il est possible de prendre des mesures de justice sociale sans pour autant briser la croissance. Madame la ministre, pour éviter que le pays bascule dans le camp de l'extrême droite, il est nécessaire de rétablir de la justice sociale. Il est nécessaire de faire contribuer les plus riches à l'effort national et pas uniquement les classes moyennes et populaires. En effet, dans la période que nous vivons, personne ne comprendrait que vous ne taxiez pas exceptionnellement les plus riches pour établir l'équilibre des finances publiques et assurer des services publics dignes pour nos concitoyens. Il y a urgence à agir, d'autant que nous venons d'apprendre que la Commission européenne devrait placer la France sous procédure concernant les déficits excessifs. Alors ma question est simple, est-ce que vous envisagez de modifier le niveau de taxation des Français les plus aisés afin de rétablir une équité et sortir notre pays de l'impasse budgétaire dans lequel il se trouve ? Les coups de rabot successifs montrent que nous avons besoin de recettes supplémentaires pour financer la transition écologique, le logement, le grand âge, la santé, la recherche et même, Madame la Ministre, le numérique. Autant de thématiques où il y a urgence à agir, comme l'a rappelé le président de la République dans son interview de la Tribune du 5 mai dernier. Alors mobilisez-vous pour collecter les recettes potentielles. Ne tombez pas dans la facilité juste de charger les collectivités territoriales ou l'assurance chômage et les dépenses sociales. Je vous rappelle qu'il y a eu des records de profit de 150 milliards en 2023 et 68 milliards de dividendes au CAC 40. Ça correspond aux dizaines de milliards que l'État cherche. Madame la ministre, Madame la présidente, chers collègues, je voulais vous faire part des inquiétudes partagées par de nombreux élus locaux auxquels la Direction générale des finances publiques communique un indicateur de pilotage comptable censé évaluer la qualité de la gestion comptable de la commune. Tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un jugement sur la gestion de la collectivité, ce document délivre néanmoins une note pour identifier les marges de progression, les points forts et les points faibles de la tenue des comptes locaux. Vous comprendrez, je l'imagine, le caractère irritant de ce mode d'évaluation scolaire, perçu comme une forme de contrôle des services de l'État vis-à-vis des décideurs locaux, sans égard pour les particularismes et difficultés propres à chaque territoire. Plus précisément, s'insinue la crainte que cela ne préfigure d'un rapport de hiérarchie qui n'a pas lieu d'être entre le receveur et l'ordonnateur. N'est-ce pas aux élus locaux d'évaluer l'efficacité des politiques publiques et de fixer les orientations aux fonctionnaires et non à l'inverse ? C'est normalement le service de gestion comptable qui est responsable de la qualité comptable puisqu'il tient avec l'élu le compte financier unique. Or, l'avis critique du conseiller aux décideurs locaux sur le travail de son collègue comptable remet en cause la compétence exclusive de ce dernier en imposant une orientation à suivre. C'est clairement perçu comme une forme d'ingérence des services de l'État qui contreviennent, à mon sens, au principe de libre administration des communes. Se pose la question de savoir jusqu'où ira une telle notation. Est-ce que l'élu devra justifier demain de ses choix politiques et de l'ensemble de ses contraintes ? Merci. J'entends bien que c'est un outil comptable et de ce point de vue-là, ça peut être utile tout à fait pour les ordonnateurs. Néanmoins, je crois qu'il faut absolument faire en sorte que cet outil comptable puisse tenir compte des spécificités et je regrette que ça ne soit pas suffisant dans le cas à cet instant. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, je souhaitais attirer l'attention du gouvernement et votre attention, madame la ministre, sur la concurrence déloyale menée par les entreprises chinoises sur le marché du photovoltaïque en Europe et en France. La planification de cette question aujourd'hui, alors même que le président chinois est en visite officielle dans notre pays, revêt finalement une grande actualité, même si c'est fortuit compte tenu de l'organisation de ce temps de questions. Depuis la fermeture des marchés américains et indiens du photovoltaïque, la Chine
et les médias sont largement fait écho de ce phénomène. La Chine a donc initié une politique de dumping économique en subventionnant massivement les entreprises chinoises pour leur permettre de revendre leur fabrication à perte. Les panneaux solaires chinois sont aujourd'hui en moyenne 4 fois moins chers que les produits français et envahissent les marchés. Le prix des panneaux solaires vendus en Europe ont été contraints de diminuer de 25% depuis janvier 2023, menaçant de nombreuses entreprises françaises. Cette stratégie chinoise est totalement contraire aux règles de commerce édifiées par l'Organisation mondiale du commerce et met en péril les efforts de l'Union européenne et de la France dans sa volonté d'autonomie énergétique et de réindustrialisation, que nous partageons pour beaucoup d'entre nous. Les dispositifs réglementaires qui permettraient de restaurer une compétition loyale entre les différents acteurs industriels tardent malheureusement à être initiés. Ils n'auront pas d'effet dans un délai compatible avec les enjeux des entreprises françaises qui réclament une action politique immédiate. En conséquence, Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur les initiatives que votre gouvernement envisage de prendre pour sauver, j'allais dire, ce qu'il reste de l'industrie photovoltaïque française face à une concurrence déloyale chinoise afin de préserver notre indépendance énergétique, la réindustrialisation française et notre production d'énergie renouvelable.